Abbès, je te laisse t'installer. Voilà. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission En Aparté. J'ai comme invité Abbès. Donc Abbès, si tu peux te présenter en quelques minutes, ce serait parfait. D'accord, je m'appelle Abbès, je suis d'origine algérienne et j'habite ici en Turquie, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans, ok. Je travaille avec une clinique qui fait des greffes capillaires. Oui, la clinique où j'ai fait ma propre greffe. Exactement, voilà. exactement. Pour ne pas la citer. Ouais. Je prends soin des patients francophones en général, un peu arabophones et anglophones aussi. D'accord. Je maîtrise les 3 langues. Donc, tu es un peu conseiller médical pour la clinique. Exactement. D'accord. Donc, je contacte les personnes intéressées, je leur fais des devis, je les aide, je réponds aux questions en général. D'accord. Et après, s'ils sont intéressés, ils passent par moi pour faire la réservation. Pour la greffe de cheveux. Donc voilà, c'est un poste de vente, de sales. Ok. En même temps, c'est un conseiller médical. Je n'ai pas fait d'études médicales, mais je pense dans ce domaine, avec le temps, avec l'expérience, tu vas apprendre les réponses aux questions les plus répétitives. Ouais, on te passe souvent, les patients te passent souvent les mêmes questions. Après, s'il y a bien sûr des médicaments, des cas un peu spécifiques, tu dois toujours passer par le docteur et aussi pour les diagnostics. Donc voilà, c'est ça ma vie. Et tu es là depuis combien de temps, combien d'années? Depuis 4 ans, je suis. Depuis 4 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir en Turquie? Comme tu disais, tu es d'origine algérienne. Donc qu'est-ce qui t'a fait quitter l'Algérie pour la Turquie? D'accord. En fait, je trouve que beaucoup de gens peut-être ils passent beaucoup de temps à réfléchir, à choisir leur destination. C'était pas vraiment le cas pour moi. Je suis venu ici en début 2020. Parce que 2019, c'était une année un peu chaude en Algérie. Ok. Il y avait tout ce mouvement contre l'ancien président, l'ex-président Bouteflika. D'accord, donc c'est ça qui t'a un peu poussé à quitter le pays? Non, parce qu'au début, je croyais vraiment au changement. Et ça, c'est une question qu'on peut débattre peut-être pendant des heures. Chacun a sa vision. Mais moi, j'étais beaucoup plus avec le mouvement d'étudiants. On organisait les manifestations, on organisait des discussions, on avait des invités, des sociologues, des politiciens. Donc, on essayait vraiment de profiter de cette occasion-là, de cette ouverture, pour améliorer un peu la conscience politique, la culture politique des étudiants, beaucoup plus. Donc, c'était une très, très belle expérience. C'était la plus belle expérience de ma vie, honnêtement. J'ai beaucoup appris. J'ai rencontré pas mal d'amis et on est restés amis jusqu'à maintenant. Okay, dans ce cadre-là, tu as rencontré des amis. Okay. Après, à la fin, moi, je voyais que c'était pas ce que je voulais. Là, ça n'a pas abouti selon mon opinion personnelle. Donc, je voyais qu'on ne va pas arriver ou atteindre les objectifs ou les rêves. Parce que c'était un peu... je pense utopique, que c'est... parce que je pense dans un pays assez complexe, avec une histoire assez compliquée, c'est pas évident de faire un changement assez rapide. Et moi, de mon côté, quand j'ai vu que les choses ne marchaient pas comme je voulais, j'ai décidé simplement de partir. Toi, à la base, tu croyais au projet qu'il y avait en Algérie. En 2019. Finalement, ça s'est pas bien passé. C'est pas comme tu le souhaitais. Et donc, tu t'es dit, le changement n'est pas celui que je souhaitais. Donc, tu as décidé de quitter l'Algérie. Et pourquoi tu as choisi la Turquie? C'était simplement la première opportunité que j'ai eue. Et comment cette opportunité est arrivée? Ce jour-là, j'étais en foire du livre en Algérie. Ok. En fait, j'ai l'habitude de partir chaque année. Je rate aucune édition, je pense, depuis 2015 ou 2014. Ok, donc tu es un grand lecteur. Ouais. Okay. Récemment, un peu moins avec le travail. Mais j'ai toujours cette habitude quand j'ai un titre qui m'intéresse. Et j'adore d'ailleurs les livres. J'ai une grande bibliothèque, même ici en Turquie. Ok. Et quand je suis venu ici... Des livres en arabe, en français, français, en anglais, les trois.
Ok. Turc? Mais beaucoup. Non, je suis pas vraiment doué en turc non ok. plus. Ah, t'as pas un bon niveau de turc? Tu disais que ça faisait 4 ans que tu C'est étais là. vraiment basique. Ok. En fait, juste pour faire les procédures, je sais pas, Démarches administratives, Exactement, etc. exactement. T'arrives à comprendre quand même. Ouais, Et quand on te parle, par exemple, c'est une discussion dans la rue, par exemple, est-ce que tu pourrais ouais, comprendre? ouais, Ah, ok, ouais. donc ça va. Donc, Ouais, je t'as peux, quand je même peux un faire bon les niveau. choses les plus nécessaires. Après, pour avoir une discussion comme ça, en Mhm. turc, non. Ce serait vraiment compliqué. Ok, et t'as appris comment Le le turc, turc, ouais? juste en pratiquant, en discutant avec les gens, parce que Autodidacte. je pense que quand tu vis ici en Turquie, tu n'as pas vraiment le choix. Ah oui, parce Ouais, que. Est-ce que tu trouves que les Turcs parlent bien anglais? oui, Ouais. certaines personnes. Ouais, de manière générale, Mais on va dire, dans la globalité. en fait, je pense que 80, je parle Ouais. des statistiques Statistiques, oui, exactes, bien sûr. ouais. Mais selon toi, Mais voilà, selon ton entourage. 90% des Turcs ne parlent aucune langue étrangère. Ok. Donc pour les gens que tu vas rencontrer, que ce soit à l'aéroport déjà une fois arrivé Ouais. ou dans la rue, Mhm. je pense qu'il ne faut pas s'attendre de rencontrer une personne qui Parle parle anglais. anglais ou français. Ils parlent bien anglais, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais. Exactement. Ok, ça marche. D'ailleurs, le gars que j'avais rencontré juste avant de venir ici pour Ouais. la caméra, Ouais. on avait des échanges sur WhatsApp Ah oui, parce qu'il faut le avant. dire pour les abonnés, mais en fait, la Abbesse, avant de venir pour l'interview, a été acheter une caméra. Ouais, donc voilà, pour la petite histoire. Et donc, Ouais, bah, ouais, ouais. il a eu affaire à un Turc. Et il Oui. parlait pas anglais. Et j'utilisais Google Translate Ouais. pour faire les échanges. Une Mhm. fois arrivé, je commençais à discuter avec mon turc cassé. Ouais. Et il m'a dit si c'était à l'aise en anglais, je peux parler anglais. Et Ah. j'étais vraiment surpris car il prononce correctement, Ouais. il arrive à s'exprimer vraiment d'une très bonne manière en anglais. Et l'anglais, t'as appris à l'école? Oui, on peut dire ça, parce Ok. Ou que en autodidacte, un peu comme le turc, ou je sais pas. en fait, en Algérie, on commence à apprendre anglais à l'école moyenne. Ok. Première année Ouais. moyenne, déjà, on commence à apprendre l'anglais. Mhm. Après, je pense que c'est pas tout le monde qui apprend les langues à l'école, Mhm. mais c'est beaucoup plus en pratiquant, en regardant des films, Mhm. des séries, la Ouais, voilà, c'est musique. ça. Ouais, les jeux vidéo. Ouais, Ouais. c'est passe-temps qu'on a en général qui Mhm. nous aide beaucoup plus à... Pour parler anglais. Ouais, Ah, ok. donc c'était beaucoup plus ça. Mon français, personnellement, je l'ai vraiment perfectionné une fois arrivé en Turquie, je pense. Parce que Ah oui, j'étais... Oui, oui, j'étais pas vraiment fort mais en donc, français. tu as amélioré ton français en Turquie. En Parce que là, tu fait, étais peut-être entouré l- de le, Français. la façon dont je parle beaucoup plus. Ouais. Parce qu'en écrit, j'écris correctement. J'ai fait mes études en master en français Ouais. en Algérie. Mhm. Après, j'étais toujours un peu timide, j'étais pas confiant Ouais. pour discuter en français. En anglais, j'étais beaucoup plus Plus à à l'aise. l'aise, oui. Ouais. Et donc, une fois arrivé ici, je commençais à être en contact d'une façon quotidienne avec des personnes venant de France. Ouais. Et ça m'a aidé à perfectionner, à être beaucoup plus à l'aise, à Ok. mieux s'exprimer en français. Ça, ce que je pense personnellement. Ok, donc tu parles arabe, français, turc et anglais. Bah, Anglais. turc, on va dire. Turc, Voilà, tu te débrouilles. ouais. Tu te débrouilles, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Vu que tu disais il y a une opportunité, tu voulais changer de vie parce que voilà, le mode de vie ou la situation en Algérie ne te plaisait plus. Et qu'est-ce qui t'a fait venir? Quelle opportunité t'a fait venir en Turquie? En fait, voilà, j'étais en train de te raconter Ouais. l'anecdote. Donc, j'étais à la foire du livre et j'ai eu un coup de téléphone, Ouais. un numéro turc s'affichait. Ouais. Et j'ai répondu, je me suis dit, moi, mais je connais personne en Turquie. Ouais. J'ai répondu et c'était l'Arbi. L'arbi, ok. Donc, il Il m'a. travaille dans la même clinique que toi. Ouais, Ouais. ouais. Qu'on a déjà vu sur certaines vidéos, parce qu'il a fait une petite greffe de barbe quand moi j'avais fait ma greffe de cheveux. Ouais. Pour l'anecdote, si vous voulez voir, voilà, dans Et les anciennes vidéos. je le remercie vraiment pour cette opportunité parce que la clinique cherchait un traducteur Mhm. de confiance. Ils n'arrivaient pas à trouver le profil adéquat. Ok. Il m'a appelé directement. Il m'a dit il cherche un traducteur, en même temps une personne qui fera la vente
plus tard. Ouais. J'avais pas honnêtement beaucoup de détails sur mon travail à ce moment-là. C'est juste que, voilà, Donc, tu as il été m'a un petit proposé. peu dans l'inconnu, quoi. Tu Ouais, savais ouais. que tu avais un Ouais, travail ouais. qui t'attendait là-bas, mais tu savais pas trop ce que c'était. J'avais aucune idée sur combien je vais pouvoir gagner par mois, Ouais. si j'aurai des commissions ou pas. Tu C'était savais pas pas ton clair salaire, tu au savais pas début. trop le poste. Mais, Oui. mais donc, En t'es fait, venu en Turquie comme ça, un peu dans l'inconnu. oui. Voilà. Ah, ok. Oui, oui, oui. Ouais, donc En ça, fait, faut être courageux et quand même. en fait, le truc que je trouve drôle vraiment, c'est que vers la fin du mouvement Hirak, entre guillemets, en Algérie, Ok. à partir du mois d'août, j'ai commencé à dire à mes parents, écoutez, je vais partir Donc ça, c'était quelle année? d'ici. C'était 2019. 2019, En ok. 2019, je commençais à dire à mes parents, moi, je vais partir, mais je n'ai aucune idée la destination. Ouais, j'ai aucune idée. Et effectivement, j'ai commencé à postuler par-ci par-là pour avoir des bourses d'études, pour continuer mes études supérieures. Mhm. Après, ça n'a Tu es pas issu de abouti. quelle formation? Tu as étudié Ah quoi? oui, j'ai une licence en management Ok. à l'université d'AG3 Mhm. et j'ai commencé un master en gestion de projet et entrepreneuriat à l'école nationale de management, l'école supérieure nationale du management en Algérie. Mais j'avais pas fini le master, justement parce que je trouvais cette opportunité. J'étais entre continuer mes études. Après, il y avait les élections qui arrivent. Et pour moi, et il y avait. En fait, je me dis actuellement que j'avais pris la bonne décision parce qu'il y a le Covid qui arrivait juste après. Ah oui, c'est ça. Là, tu me dis Donc, 2019, Covid, c'était oui, 2020. Le début du confinement, etc., un peu mondial, c'était 2020. mais on ne savait pas à Ah ce oui, bah non. moment-là. Ouais. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y a le Covid qui arrive. Mais je me suis dit que j'aurais toujours la possibilité de refaire mes études supérieures si je veux Mhm. dans le futur. Je ne suis pas une personne qui croit vraiment à la formation académique. Ouais. Plus sur Je le me terrain. dis que oui, je me dis qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut actuellement sur Internet. On est vraiment chanceux, notre vrai, génération, D'avoir d'avoir. Internet avec nous. Ouais. Ouais. J'avais le choix entre finir mes études et attraper le Covid Ou partir et ou dans partir. l'inconnu. Donc j'ai décidé de partir. J'ai commencé mes procédures. Mhm. L'Arbi m'a beaucoup aidé avec les procédures et tout ça. Mhm. Je suis venu ici en janvier, fin janvier 2020. Ok. Et voilà, petit à petit, je commençais à travailler, à comprendre un petit peu le métier, Ouais. la greffe capillaire. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de passion avec le Ok. temps. Et comment tu as fait pour t'installer voilà, au début, les premiers jours, vu que tu étais un peu dans l'inconnu, pour te loger, voilà, pour vivre, etc. Vu que tu n'avais pas de revenus en Algérie, tu es venu. Et voilà, comment tu as fait pour t'adapter, pour t'installer ici? Mon père m'a aidé avec une petite somme Ok. avant Financièrement, d'arriver ici. tes Oui, oui, oui. parents, ok. Donc c'était vraiment impossible pour moi de venir directement parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas Ouais, voilà. Ouais. en Algérie, j'étais étudiant. Et le souci, c'est que Parce que tu as quel l'école... âge, en fait, pour rappeler peut-être Ah, j'ai 28 ans 28 ans. actuellement, je suis né D'accord. en 1995. Ok, ça va, ok, pour Voilà. situer un peu. Ouais. Donc, je Ouais, disais que la fac était trop loin de chez moi Ouais. et c'était impossible d'avoir un boulot en parallèle. C'était plus facile de trouver un logement il y a 3-4 ans sur Istanbul que maintenant. Ah Mais- ouais, là, ça a changé. Ouais. Au niveau financier, au niveau des loyers ou au niveau des recherches? Au niveau de prix et de disponibilité également, ça coûte beaucoup plus cher. À l'époque, la première appart que j'avais trouvé, c'était 1+1, Ouais. avec vraiment une petite chambre que Ouais. personnellement, je ne la prends pas en considération. Ah, ok, ouais. Et tu payé C'était combien? 1500. 1500 livres turcs. 1500 par mois, oui. Ok, et c'était donc en 2020? Oui, 2020. 2020, Ouais, 1500 pour un 1+1. oui. Voilà. Et maintenant, vu que tu disais il y avait une évolution. Oui, oui. Maintenant, je pense que Ouais. pour avoir un appartement sympa, Ah, ok. normal, Donc une chambre propre, encore? 1+1, 1+1, pareil. toujours, Ok. pareil. Je pense que c'est à partir de 12 000. 12 000 livres turcs. Et Donc, ça dépend. En 4 ans,
De 1500 à 12 000 pour Oui. un appartement similaire dans le même quartier à peu près. Oui. Ok. Après, ça dépend toujours du quartier, de l'emplacement, Ouais, donc du ça montre bâtiment vraiment lui-même. l'inflation qu'il y a eu, voilà, l'augmentation des prix. En 4 ans, il y a quand même une grosse différence en Turquie et la Oui. place économique, la situation économique, on va dire, ici en Turquie, c'est quand même un peu dégradé, quoi. Quand je suis arrivé ici, un euro égalait à, je pense, 6 livres turcs, quelque Ok. chose. 6 télé. Ouais. Et Maintenant, là, c'est plus à de 30. 32. 33 même. 33, oui. Ouais. Donc, il y a bien une grande différence. Mais je pense que c'est toujours vivable Parce ici que en toi, Turquie. tu gagnes un salaire en euros? Une partie du salaire fixe, je la prends directement en livre turc. Ouais. Donc elle est transférée à mon compte bancaire. Mhm. Et pour tout ce qui est commission, bonus, je le prends en euros selon la D'accord. performance, bien sûr. Ok. Je pense qu'on a besoin entre 1000 et 1500 euros au minimum. Ok. 1500 euros, tu 1000 peux vivre seul, pour une personne seul, seule, un ouais. appartement, et puis profiter quand même un minimum. Ouais, Ok, ouais. pour toi, 1500 euros, Euh, début 2024, 1500 euros pour toi, ouais. ouais. Moi, je te rejoins, je pense que ouais, c'est à peu près cette somme-là. Tu dois quand même faire attention, tu peux pas faire de folie non plus, mais tu Bien vis sûr. quand même, tu peux avoir un appart tout seul, tu peux faire quelques activités, aller au resto quand même, etc. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. d'accord. Donc, ouais, toi, voilà, entre 1000 et 1500 euros. Ouais, je pense que euh, c'est suffisant. et tu as eu l'occasion de voyager en Turquie? Pas trop, je suis parti à Izmir D'accord. il y a un an et demi approximativement. Ouais. Et d'ailleurs, là-bas où j'ai acheté ma voiture. Ok, ok. T'as Ma acheté ta vo- voiture à Izmir, après t'es revenu Oh, à ouais, Istanbul en ouais. voiture. Et by Ok. the way, elle a un nom. Elle Et s'appelle Mimouna. Mimona, ta voiture? Oui. Ah, tu lui as J'ai donné un cette petit nom? habitude de nommer Tes mes voitures. trucs. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et donc tu l'as acheté là-bas pour revenir à Istanbul. À Et Istanbul, ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être pour les gens qui veulent peut-être acheter une voiture, tu as payé combien? Il y a combien de kilométrage? C'est quel Euh, modèle? En fait, je conseille pas vraiment les étrangers ici en Turquie d'acheter des voitures Mhm. étrangères, ce qu'on appelle le Mavi Plaka, Ok. entre guillemets. Donc la Parce plaque que, d'expression bleue, ouais, c'est ça la plaque. exactement. Juste pour expliquer c'est quoi le Mhm. Mavi Plaka, c'est une voiture qui vient d'origine de l'étranger. Mhm. Donc la première personne qui a acheté la voiture, il n'a pas acheté ici. La page en Donc Turquie? oui, par exemple ma voiture, je pense que c'était pour une personne allemande. Après, Ok. il est venu ici en Turquie, il l'a vendu à une autre personne russe que j'avais Ok. rencontrée. Et moi, c'était la troisième personne. Ok. Le problème avec ce genre de procédure, c'est que il y a un deposit qui est assez énorme que tu dois mettre au Touring Turquie. Et qu'est-ce que tu entends deposit, c'est-à-dire un dépôt de garantie? Oui, Voilà. Et au touring, qu'est-ce que. ça commence à partir de 5000 euros actuellement. Ok. Juste, Oh. juste le dépôt. Ok, ok. Après, c'est vrai que les prix des voitures Mavi Plaka, ça coûte généralement moins cher par rapport aux voitures turques. Ouais. Donc il y a cet avantage. Mais avec le deposit, il y a des papiers à renouveler vraiment chaque année. Pour une voiture turque, je pense que c'est beaucoup plus simple. Vous devez juste partir chez un notaire et vous faites le contrat Ouais, et voilà. c'est tout. Comme en France, tu vas à la préfecture, tu changes les papiers, Oui. etc. Pour Mavi Plaka, il y a une très longue procédure. Hmm. En fait, déjà la première personne qui m'a vendu la voiture, il doit partir chez le notaire pour bloquer l'ancien matricule. Ok. Donc c'est la première chose à faire. Il doit partir chez le Gumruk, qui est l'équivalent des douanes, Ok. oui, Ouais. ici en Turquie. Il doit déclarer que cette voiture n'est plus la sienne. Ok. Après, la voiture doit y rester 24 heures chez les douanes. Ok. Après 24 heures, tu peux revenir. Ils vont contrôler tout, le moteur, le numéro de série, le numéro de Un peu un châssis, contrôle, ouais, vraiment tout, contrôle général. Ouais. pour assurer que c'est la même voiture sur les papiers. Ok. Ils m'ont demandé même de partir chez un mécanicien pour avoir un certificat que le moteur est le même, malgré que la voiture est restée 24 heures chez eux. Ouais, si elle a été contrôlée.
Et, en fait, ils m'ont demandé des choses vraiment incroyables. Ouais. Tu dois faire le contrôle technique, Voilà, ouais. 2 à 3 contrôles techniques, pas un seul. Faire l'assurance, etc. Quand tu finis tout ça, tu pars chez le notaire pour obtenir Les papiers officiels. les papiers. Carte grise. Et une fois que tu as les papiers, tu dois revenir encore une fois chez les douanes pour avoir le document final et le permis de circulation. Donc là, cette procédure-là, ça prend combien de temps Personnellement, ça m'a pris une semaine. Ok, et tout ça à Izmir donc. Oui, Ok, c'est à l'endroit où tu c'était, l'achètes. c'était vraiment long. Je l'ai eu à 35 000 livres turcs, Ok. qui est vraiment un prix très intéressant. Ouais, pour combien de kilomètres? Quel modèle de voiture? C'est une Citroën C3 pluriel, année 2003, mais avec 100 000 de kilométrage. Ok. Donc il y avait vraiment... Et c'était en quelle année? 2021, je pense. 2021, donc ça fait 2-3 ans que tu as la voiture. Ouais. C'était équivalent à 35 000 lira. 2022. 2022, donc voilà, pour situer un petit peu le cours, pour voir un petit peu en euros, Oui. 35 000 livres turcs, ok, avec 100 Ouais. km. Donc à l'époque, c'était un prix très intéressant, mais prochainement, je pense que si je trouverai une opportunité, je vais la liquider, c'est sûr. Et tu pourrais la revendre plus cher ou... Personnellement, je pense juste à récupérer le dépôt ok. parce qu'actuellement, ils ont 5 000 euros en déposit. 5 000 euros 5 000 euros 5 en 000 déposit. livres. En total. Ah ouais, mais c'est énorme. Oui. Donc, et d'ailleurs, au début, j'avais Donc, en fait, mis le 1800. dépôt, tu ne le récupères pas après la fin de la procédure, c'est vraiment après quand tu vas le revendre que tu vas récupérer l'argent. Oui. Oui. Et ça, c'est juste pour les Mavi Placa. Oui. Et tu peux la vendre à une personne étrangère uniquement. Ok, ah ouais. Donc Les Turcs ça ne te peuvent limite. pas acheter ce type de voiture. Ok, ah oui, donc là c'est vraiment spécifique, c'est long et en Oui. plus tu as un dépôt quand même assez important pour te permettre. Ouais. Et ce dépôt est fixe pour toutes les voitures, tous les types de voitures? Ou ça dépend si tu achètes une voiture plus chère, c'est plus cher ou... Exactement. Ça dépend de l'année, modèle et tout ça. Moi, j'ai une voiture 2003 qui est vraiment ancienne, mais malgré ça, le dépôt est énorme. En fait, au début, quand j'ai acheté la voiture, j'ai mis 1800 euros, je pense, de dépôt. Ok. Mais chaque année, ils demandent plus. L'année dernière, ils m'ont demandé 300. J'ai dit d'accord. Donc 300 euros à rajouter Oui. Cette année, ils m'ont demandé 3000 euros de plus. pour garder la voiture. Pour garder la voiture, oui. Et si tu payes pas? Si je paye pas, donc il y a un carnet qui vient avec la voiture. On appelle ça le Blue Carnet ou Yeshil, je sais pas. Ok. Le vert ou Mais bleu. en tout cas, moi je le vois, c'est vert. Ok. Après, ils disent Ouais, Yeshil, ça veut dire vert. donc on appelle ça. ils disent mauvais carnet, mais je comprends pas pourquoi. Ok. Mais bon, C'est peut-être daltonien. peut-être. Donc t'as ce C'est quelle carnet-là. couleur? Ça c'est vert. Ah merde. Donc quand tu as ce carnet, ce Mavi carnet qui est vert, tu l'as plus alors si tu payes pas le dépôt. En tout cas, non, sur le carnet, il y a un cachet Ouais. qui a une validité d'1 an. Ah ok. Sans ce carnet, Ouais. tu n'as pas le droit de quitter le territoire avec la voiture Ok. et tu n'as pas la possibilité de la vendre. Ah. Donc, je peux circuler ici à Istanbul sans problème. Mais de préférence, en fait, s'il y a une personne qui est intéressée par ça, ils doivent vraiment renouveler ça le plus tôt possible, juste pour avoir cette flexibilité. Donc là, donc, tu circules en voiture donc à Istanbul. Est-ce que c'est pratique d'avoir une voiture à Istanbul? Est-ce que tu recommandes aux gens d'avoir une voiture, pas d'acheter une Mavi Placa, mais est-ce que c'est quand même pratique pour toi au quotidien? Je trouve que c'est pratique. Mhm. Il y a beaucoup de trafic sur Istanbul, mais par exemple, moi j'habite à Beykoz et je trouve que c'est le meilleur quartier d'Istanbul, Ok. à mon opinion. Donc Beykoz, si tu peux situer un petit peu, c'est partie Asie, partie européenne, c'est plus C'est au parti nord, plus au sud.
partie asiatique D'accord. d'Istanbul. Un peu plus au nord, au niveau du deuxième, ou du niveau entre le premier et le deuxième pont, c'est ça? Oui, oui, oui. Au-dessus du Skudar. Oui, exactement. Je pense que c'est parmi les plus grandes communes d'Istanbul. Ah, le plus grand Parce quartier? que Beykoz, la partie C'est vrai du que centre-ville, on peut dire, Ouais. là où on trouve la commune, les administrations et tout ça, c'est vraiment petite. Après, il y a une très grande forêt. Ouais. Et Beykoz, ça continue jusqu'à, j'ai oublié le... Au niveau de Chile, etc., plus vers le nord. Chile, exactement. C'est presque Chile. Ouais. Avant Chile, c'est toujours Beykoz. Ok, ouais. Donc ouais, ça monte très très haut. au nord. C'est vraiment à la limite d'Istanbul. Mhm. C'est un quartier plutôt calme. Ouais. On trouve beaucoup plus Il y a pas beaucoup de de touristes, gens alors. locaux. Oui, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est ce que j'aime, Ok, ouais, personnellement. moi c'est pareil. C'est pour ça que j'aime bien le côté asiatique. Ouais. Moi je suis à Kadıköy et Ouais. je préfère, c'est plus local, c'est plus turc, moins de touristes, moins de rabatteurs. Ouais, ouais, C'est ouais. plus. Mais à Kadıköy, quand même, on Il y a de plus en plus, il y a du passage. Ouais. Mais oui, il y a des étudiants aussi. Mais comparé, je veux dire, à l'Europe. C'est vrai, où c'est il y a beaucoup incomparable. d'étrangers. C'est vraiment incomparable. Donc toi, ouais, moi déjà Kadıköy, je me sens bien parce que je suis au milieu des Turcs. Toi, tu es encore plus au milieu Ah des oui, Turcs. oui, vraiment. Donc et c'est ça que tu aimes bien, tu t'imprègnes vraiment, tu es vraiment en immersion avec les Turcs, quoi. Après, il y a le Bosphore, il y a... Ouais, c'était juste à côté. Ouais. Il y a une grande forêt qui n'est pas très loin, des Ouais, tu jardins. as le côté naturel, etc. Donc t'es dans Istanbul, mais tu as quand même le côté naturel. Ça, Exactement. c'est bien parce que vraiment dans le centre d'Istanbul, il n'y a pas beaucoup de parcs, il n'y a pas beaucoup de verdure. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc là, tu as trouvé ton appart. Comment tu as trouvé ton appart à la base? C'est l'Arbi qui t'a aidé? Au Est-ce que début, tu as fait les démarches tout seul? au début, c'était l'Arbi, aussi une collègue et moi qui travaille avec nous à l'époque qui s'appelle Esgi. Elle m'a vraiment aidé pour trouver l'appart. Donc tu as été aidé par une Turque. Oui. Voilà. Donc elle a fait la traduction, elle a discuté avec l'agence et j'ai eu mon premier appart. Donc pour toi, Mhm. si tu parles pas turc, tu penses que c'est compliqué de trouver un appartement? C'est très compliqué, oui. Ok. Tu dois demander de l'aide. Mhm. De préférence, une personne turque, si elle pourra t'aider, ce serait De confiance, parfait. qui Ouais. peut te traduire et tout ça, qui peut faire les visites Ouais. avec ça. Ok. Quoi, la ville qui te plaît le plus, ça reste Istanbul? Oui, Ouais. oui, oui, largement. Mhm. Mais je pars très souvent à Chile. Ah ouais, donc nord, ok. Ah oui, Exactement. la mer, Parce etc. que j'adore tout ce qui est camping, etc., nature. Ouais. Donc je pars là-bas très souvent pour le week-end. Et justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui te plaît en Turquie, qu'est-ce qui te plaît à Istanbul, comme c'est là où tu vis? C'est quoi les choses que tu aimes? Je trouve que les gens sont vraiment accueillants. Surtout là où j'habite à Beykoz, parce que sur la partie européenne, parfois, avec la pression, etc., tu peux rencontrer des gens avec le stress de la vie, etc., qui ne sont pas très chaleureux. Oui, Et il y a toujours ce côté-là. Et je pense que c'est le rythme de vie sur ce côté de la ville qui est très élevé, très accéléré. Ouais. Donc c'est tout le monde qui est stressé tout le temps. Côté asiatique, tu trouves beaucoup plus de gens chill, à l'aise. Ça correspond plus à ta personnalité, si tu préfères. Exactement. Le calme surtout. Donc tu aimes bien la proximité de l'énergie, le dynamisme nature. d'Istanbul, mais avoir ton côté calme, pas loin de la grande ville. Exactement. Ok. Donc c'est ça que tu aimes bien. Ouais. Je pense que la qualité de leur service en général, si on parle des restaurants, des hôtels, de livraison, je trouve que la qualité elle est assez bonne. Ouais, je te rejoins. J'ai eu trop peu de soucis, que ce soit commande j'ai acheté même un écran pour mon PC en ligne et je l'ai eu sans aucun problème. Il n'y avait pas trop de retard sur la livraison non plus. Parfois, même la commande arrive plus tôt que prévu. Donc, ils sont rapides, service efficace, qualité. Oui, j'adore la nature en Turquie. D'ailleurs, comme je t'ai dit, je pars très souvent à Chile, aux environs où il y a beaucoup de verdure. Et le camping ici, comment ça se passe à Istanbul? Tu dois réserver un endroit, tu campes où tu veux, tu as des nuits?
C'est comme tu veux. Parce qu'il y a des endroits, par exemple à Belgrade, il y a la grande forêt À de la forêt Belgrade. de Belgrade, exactement. Oui. Là-bas, par exemple, je pense que il y a des zones limitées, pas dans toute la forêt, parce que c'est vraiment énorme. Mais il y a des parties où tu peux t'installer gratuitement, Ok. Poser mettre ta ta tente. tente Ok. et tu n'auras aucun souci. Et Ap- Belgrade, la forêt de Belgrade, ça se situe à combien de temps en voiture Ça dépend. Par exemple, moi, si je pars de Beykoz, ça va me prendre 40 minutes à Donc, 1 heure. parce que la forêt de Belgrade elle est côté européen. je pense. Exactement, Donc ouais. tu dois traverser le point, etc. Donc 40 minutes en étant du côté Asie, c'est plutôt Oh raisonnable. oui. Par contre, si tu pars d'ici, tu peux simplement prendre le métro de Chichli, par exemple, Ok. à Hagi Osman. Ok. Une fois arrivé là-bas, tu vas prendre un autre bus, je pense, pendant 15-20 minutes, D'accord. et tu vas arriver à la forêt. Mais le souci, je ne recommande pas d'aller à Belgrade à pied, sauf si vous voulez faire du hiking. Ah, ok. Ah, parce que ouais, Ouais. après le bus, tu dois encore marcher pas mal. Exactement. Ah, ok. Donc ok. pour arriver au lac et arriver vraiment au parc, en eau, tu dois vraiment descendre. Marcher beaucoup. Ouais, Ok, ok. oui, oui. Ok, ok. Donc, ouais, donc tu Ouais. recommandes pas. Donc tu disais, donc à Istanbul, t'aimes bien donc bah, les gens, le fait qu'ils soient chaleureux, etc., accueillants, souriants. T'aimes bien le côté un peu nature. Et est-ce que tu as d'autres choses qui te plaisent? La nourriture, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la nourriture ici en Turquie? En fait, personnellement, je préfère toujours les plats algériens. Ok, Ouais. d'accord. Bon, moi, t'es C'est... honnête. Oui. Ah, Mais je trouve que la nourriture turque ou la gastronomie turque est vraiment intéressante. ouais. Elle est inspirée de la nourriture orientale parce qu'on Ouais. trouve des plats vraiment similaires en Syrie, dans les pays, Ouais, en les pays Jordanie, les pays voisins, autour, voilà. oui. Elle est bonne, Ouais. T'as pas mais un plat préféré, mais c'est pas ta préférée. Tu préfères quand même les est-ce plats que algériens. j'ai un plat préféré en Turquie? Je pense tout ce qui est viande, grillade, etc. Ok, Ils font mangal ça. comme on appelle, Köfte, ouais, grillé. Ouais, les boulettes de kebab, viande. tout ça. Euh, c'est vraiment bon. Ouais. Sauf ça, je ne sais pas. En fait, Donc t'es pas très fan de moi j'adore tout ce qui est de la pâtes, cuisine juste turque. pour Ok. t'expliquer. Et ici, ils ont pas beaucoup de pâtes. Et oui, et je trouve que les plats algériens de pâtes, ils sont beaucoup plus intéressants, que ce soit en termes d'épices Mhm. ou en termes de variété aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a des restaurants algériens peut-être ici où tu peux retrouver ces saveurs-là ici en Oui, Turquie? oui, il y a quelques restaurants aux environs de Aksaray. Ok. Il y a Côté aussi côté européen, pas européen, très loin de la Mosquée Bleue, la zone touristique, les Minarets, exactement. etc., Sultanahmet. Il y a un autre aussi à Şirinevler. Ok. Donc un peu encore plus loin. Là, c'est plus Oh du oui, côté Europe, mais un peu plus encore oui. dans les terres. Ouais. Euh, donc après, j'ai pas le nom Ah, du des restaurants? Non, restaurant mais c'est juste et pour je ne dire qu'il suis y a même quand pas même. sûr qu'il travaille toujours, hein. Mais il y a quand même quelques restos algériens ici. Oui, Et tu les as oui, oui. testés? Non, Non. non. Ok, mais tu sais Moi, qu'il y a je des restos. cuisine Toi, tu cuisines à chez la toi? maison. Oui, Ok, oui. ok. Donc tu cuisines des petits plats Oui. algériens à la maison. Ok. Sinon, il y a Et ma tu peux femme trouver aussi. les. Ah oui, ta femme. Ah ouais, donc tu es marié? Ouais. Ouais. Voilà. Et tu es marié avec une Turque, une Algérienne? Une Algérienne, bien Voilà, sûr, ok. bien sûr. Et tu t'es marié en Algérie? Tu es marié ici? Ma femme Zeynep, je l'ai rencontrée à l'université. On a fait D'accord. la licence ensemble. On était dans le même groupe. Ok. Vous êtes Euh, venus ensemble en Turquie? non. Je suis venu seul. Ah, tu l'as laissé, Hmm. tu l'as laissé en Algérie? C'était, je sais pas, comme je t'ai dit à l'époque, Mais j'étais vous étiez, étudiant. ouais, mais vous étiez marié déjà à l'époque? Non. Ah non, ok, Non. vous êtes marié après. Non, Ok. on se connaissait à l'époque Mhm. et ben c'est tout. Je suis venu ici, je commençais à travailler. Mhm. On a eu des on-off Ok. parce que c'est très difficile de À gérer une distance. relation à distance. Mais au final, je pense au bout de 3 ans de ma présence en Turquie, on a décidé de Et, franchir le pas. et elle t'a rejoint au bout de combien de temps? Parce que toi, tu es arrivé ici en 2020, tu disais? Oui, Et elle t'a rejoint. 2022. Ok, donc 2 ans de relation à distance. Oui, Après, elle est venue
ici et elle a trouvé un travail sur place. Au début, elle essayait pas beaucoup plus de trouver un boulot, mais de s'habituer. S'adapter. Parce que, Ok. oui, pour s'adapter, parce que c'est sa première expérience dans un pays étranger. Ok. Moi, j'étais déjà là pendant 2 ans, Ouais, donc donc tu avais j'ai eu eu le le temps temps. déjà de t'imprégner Ouais. de la culture turque. Et actuellement, elle essaye de chercher des boulots pour apprendre le français et l'anglais aux petits garçons Donner des et cours. filles. Des Oui, cours de donner langue. des cours Ok. de langue D'accord. pour les enfants turcs. Je Mm. pense qu'elle a trouvé quelques opportunités. Elle va Ok. commencer à travailler très Ah prochainement. bah super. Moi, au début, quand on a discuté le sujet ensemble, je lui ai dit rien ne presse. Ouais. Je voulais pas qu'elle commence à travailler dans le même domaine que moi parce que on connaît Ouais. la pression Ouais. dans ce domaine. Tu reçois des messages, des Tous appels les tout le jours, temps. 24 heures sur Je 24, même voulais les pas qu'on week-ends. rentre les deux, surtout dans le début de mariage. Mhm. Je voulais pas qu'on rentre les deux dans un mode de vie avec tellement de pression. Ouais. Je lui ai dit, prends le temps. Elle a pris des cours de turc. Ok. Elle a pris le temps de s'habituer. Mhm. Et actuellement, elle commence à chercher un boulot. Elle a trouvé quelques opportunités. Je pense qu'elle va commencer très bientôt Mhm. à donner des cours de français. Quand elle est venue, comme tu me disais, tu n'étais pas marié, donc elle est venue en 2022, 2 ans plus tard, et vous êtes mariés donc juste après. On a fait la partie religieuse, disons, Ouais, ok. en Algérie. Ouais, d'accord. Après, je préférais de faire la partie légale ici en Turquie. Turquie, Donc, ouais. j'ai mon livret de famille turc Ok. et algérien en parallèle. Ok, c'est facile de se marier ici en Turquie en Oui, tant oui, qu'étranger? oui, Ouais. c'est pas très compliqué. Ok. Vous devez juste faire des analyses, des tests sanguins, ce Ok. genre de trucs. Ouais. Avoir un certificat de la part de ce qu'on appelle ici en Turquie Aile Hakimi. C'est le Ok. médecin de la famille, on dit. Ok, ouais, le médecin, Ouais. ouais, médecin famille, ouais, Ouais. c'est ça, médecin. Donc, il va te demander à faire des tests sanguins, des Mhm. trucs, un radio, de Ouais. la cage thoracique. Et une fois tu lui donnes tout ça, Ouais. il va demander aussi des photos, il va te faire Donc il faut faire des le contrôles, faire un certificat. contrôle avant de pouvoir se marier. Oui, Et après, tu bien peux sûr. faire les démarches pour te marier. Oui, Ok. tu dois faire les tests ici en Turquie Ok. et ils doivent être validés par... En fait, pourquoi j'ai précisé l'Aile Hakimi? Parce Mhm. que tu peux pas le faire dans n'importe quel hôpital. Ah, Parce que Faut- là, par exemple, j'habite à Beykoz. ouais. À Beykoz, plus précisément à Paşabahçe. Ok. Donc, à Paşabahçe, il y a un nombre limité des médecins agréés par l'État qui sont considérés en tant qu'Aile Hakimi. Ok. Et toi, tu dois entrer sur le site e-Devlet, puis Enabız, si Ok, tu donc connais. e-Devlet, c'est une application, pour ceux qui ne connaissent Mhm. pas, une application en Turquie voilà, qui permet de tout enregistrer. Voilà, vous avez un numéro d'étranger, un numéro un kimlik, c'est voilà, pièce d'identité, on va dire, on a un numéro d'étranger. Et en fait, avec ce numéro-là, on peut rentrer dans une application et on a toutes les informations qui sont enregistrées. Je pense que si tu as acheté ta voiture, tu dois être enregistré dedans. Si tu as Bien ton sûr. visa, ton permis de résidence, si tu as des problèmes de santé, ton assurance, voilà, tout est vraiment enregistré. C'est vraiment centralisé. C'est vraiment top. C'est une application que tu peux télécharger facilement. Tu as un numéro, un mot de passe et puis tu as toutes les informations administratives qui sont centralisées sur cette application-là. Ouais. Oh, oui, oui. Et donc, ouais, donc pour le e-Devlet, etc., tu as dû valider donc, Oh, oui. voilà, ton mariage. Donc, si tu vas sur l'application, maintenant, tu vois que tu Oui, es oui, marié, tu bien as tous les sûr, bien documents. sûr. Ok. Tout est mis à jour vraiment d'une façon continue. Ouais, ouais, tu as tout, t'as tout. Je À peux, chaque je fois peux que quand même tu dois renouveler checker. ton permis de résidence, moi je regarde, il demande des papiers, bah, tu as tout dessus. Ton tax number aussi, ton vergi numeraso, c'est le numéro de taxe, Oui, tout est oui, enregistré oui, dedans. oui, Ouais. exactement, Mhm. exactement. Donc tu peux vraiment tout checker sur Mhm. e-Devlet, Mhm. sur l'application, et tu Mhm. choisis le Aile Hakimi. Ok. Et dorénavant, ce médecin-là spécifiquement, Mhm. c'est le médecin de la famille. Ouais. Donc, si tu as n'importe quel document ou même des visites à faire en général Mhm. ou pour faire le suivi, Ok. tu dois toujours passer par ce médecin. Ok. D'accord. Voilà. Donc tu as un médecin attitré pour toi et ta femme.
Exactement. Et après, ensuite, quand tu as fait tous les contrôles, c'est les papiers administratifs et ça valide le mariage ici. Il demande aussi des extraits de naissance, je pense un casier judiciaire, des deux. Ouais. Ça, en fait, les gens doivent vraiment les prévoir, je pense, à l'avance. Parce que tu dois sûrement les avoir de l'Algérie. Exactement. Après, il y a des cachets à faire, après la traduction. C'est ce que j'allais dire, tu dois tout traduire ces documents-là. Oui. Ok. Donc c'est quand même un peu compliqué vu que tu disais que tu as voulu préférer le faire en Turquie. Et pourquoi tu as voulu plutôt officialiser, on va dire, le mariage administrativement en Turquie et pas en Algérie où ça aurait peut-être été plus simple? Personnellement, ça me plaît vraiment la vie à Istanbul et en Turquie en général. Donc, je compte vraiment m'installer. Si j'aurais la possibilité même d'obtenir la nationalité prochainement, je dirais pas non. Et je me Comment suis ça se passe pour avoir la nationalité? Bah, explique-nous d'abord pour le mariage, sinon là je pars dans tous les sens. D'accord. Donc pourquoi le faire plutôt en Turquie Donc, si j'avais fait la procédure en Algérie, j'aurais pas la possibilité d'obtenir le livret de famille turque. Par contre, vu que j'avais fait le livret famille turque et j'ai déjà la nationalité algérienne, je suis parti simplement chez le consulat algérien et j'ai eu le livret algérien aussi. Donc j'ai pensé beaucoup plus à plus tard. Quand j'aurai par exemple la nationalité, j'aurai pas besoin de refaire aussi le livret de famille à zéro. Donc je l'ai déjà. Et même dans le cas où j'aurai des enfants aussi, ça serait beaucoup plus simple. Au lieu de les enregistrer sur le livret de famille algérien et de En fait, c'est une personne qui m'a conseillé par rapport à ça. Et je trouve que je vais juste gagner du temps en termes de procédure. C'est vrai que c'était un peu la galère au début pour préparer tous ces papiers. Mais au moins, tu as ce livret de famille turc qui permet après tout simplement de pouvoir, comme tu vois sur le long terme, de pouvoir mieux t'installer ici en Turquie. Tu nous disais que tu avais fait les démarches de ton mariage en Turquie parce que tu te voyais rester sur le long terme. Donc, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu envisages dans les années à venir? Donc, je compte rester ici en Turquie 1 an ou 2. Le temps d'avoir la nationalité, un passeport turc. D'accord. Je pense que ça serait avantageux parce que ça me donnera la possibilité de visiter plus de pays sans faire une demande de visa. Parce que le passeport turc peut te permettre d'aller dans plus de pays que ton passeport algérien. Oui, malheureusement, mais c'est le cas. C'est pas non plus, je pense, le passeport le plus fort. Mais au moins, ça te permettra de voyager plus. Oui, je me dis, je suis resté quand même 4 ans ici. J'aime bien la culture turque et j'aimerais bien devenir un citoyen turc. Est-ce que tu as des projets toi, personnels peut-être? Donc là, tu veux continuer à voyager, donc rester un petit peu en Turquie, ensuite voyager un petit peu autour du monde. Et ensuite, est-ce que tu as des projets perso? Est-ce que tu as déjà une idée un peu en tête? Récemment, je me suis intéressé par tout ce qui est optimisation SEO, copywriting. Le référencement, donc tout ce qui est référencement, c'est comment se positionner dans le haut de Google, en fait, dans les premières pages de Google. Donc c'est optimiser des mots-clés, etc. Donc c'est toute une technique, on va dire, pour avoir de la visibilité en ligne. Et le copywriting, c'est un petit peu tout ce qui est... le copywriting, c'est raconter des histoires pour proposer des choses, c'est du marketing, raconter une histoire pour vendre, tout simplement, créer de la valeur sur un produit pour tout simplement vendre un service, un produit, etc. Donc tu veux t'orienter vers ça, le marketing un peu en ligne? Oui, en fait, j'avais déjà de petites expériences en Algérie en marketing parce que je travaille avec plusieurs associations. J'étais le président du club à l'université. Oh, monsieur le président. Oui. Donc j'ai une petite expérience où j'ai pu organiser quelques événements. J'étais vraiment très actif en Algérie, même en arrivant ici, entre parenthèses. Même en étant en Turquie, j'étais une fois le président de Algerian Debate Foundation. Donc même à distance. Donc là, à distance, tu es arrivé quand même à gérer tout ça. Oui.
Ça a commencé avec un club de débat ici à Istanbul, organisé par le Forum des Algériens en Turquie, à une association. Donc j'ai appris comment débattre là-bas. J'ai fait des formations et je suis devenu, comment dirais-je, un juge, on dit un juge en français. Je sais pas. Je suis coach, donc je peux apprendre aux gens comment débattre. Il y a tout un modèle qu'on doit suivre. Et aussi, je peux être la personne qui va juger quelle équipe avait gagné dans ce débat. C'est des débats liés à l'Algérie ou des débats... Non, en général, on peut discuter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Culture générale. Vraiment, ça touche tous les sujets. Et c'est en arabe, en turc, en anglais, en français? En arabe, principalement. Donc c'est que des Algériens qui font partie de... Non. C'est vraiment un truc qui s'est démocratisé dans le monde arabe en général. Je pense l'entité peut-être la plus active dans le domaine, c'est Qatar Debates. Et c'est eux qui organisent un tournoi international du débat. Oui, chaque 2 ans, je pense. J'avais déjà participé dans le dernier tournoi c'était ici à Istanbul. Donc j'étais vraiment chanceux. J'avais accompagné l'équipe algérienne. En tout cas, il n'y avait pas une seule, il y avait 3 équipes. Donc j'étais là pour les accompagner aussi. Et en même temps, j'ai pu participer à quelques débats. Donc j'étais le juge. Je ne sais pas comment... En anglais, on dit jury, exactement. Jury. Un peu donc, l'arbitre adjudicator l'arbitre un petit peu, c'est toi qui menais le débat ou c'est toi qui jugeais les débats? En fait, le rôle des jurys, c'est juste de dire à telle personne que tu dois commencer à parler, ou bien c'est bon, tu n'as plus le temps. Généralement, ils parlent entre 5 à 7 minutes par personne. Donc tu gères cette partie-là et tu notes chaque détail qui est dit exactement. Après la fin du débat, généralement tu n'es pas seul, il y a minimum 3. Donc les juristes vont rester seuls dans la salle après la fin du débat. Ils vont discuter et ils vont faire un vote par la suite pour dire que telle équipe ou telle équipe a gagné. Comme un match, voilà. Exactement. Plus tes arguments sont forts, plus tu as de chances de gagner, plus tu as de points. J'adore vraiment le débat parce que ça m'a appris que n'importe quel point de vue, au début, ça peut paraître illogique. Tu dis, mais pourquoi les gens ils croient en ça? Après, si tu mets le temps vraiment à comprendre leur point de vue, leur argument, t'écoutes, après tu vas comprendre pourquoi les gens ils pensent ça. Parce que dans le débat, entre parenthèses, on ne choisit pas si on est avec le sujet ou pour ou contre. Donc parfois, par exemple, je sais pas moi, imagine que tu te retrouves, je me suis retrouvé une fois dans un débat, j'étais en tant que participant, pas jury. Donc c'est toi qui devais donner des arguments. Et j'étais obligé de défendre la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Oui. Et j'ai gagné. Et pourtant, tu n'étais pas pour la Russie à la base, peut-être? En fait, personnellement, je trouve que je n'ai pas assez de savoir dans le domaine politique pour... je suis contre la violence en général. Je suis contre l'invasion. Après, bien sûr, en étudiant le contexte géopolitique, tu peux comprendre pourquoi la Russie avait fait envahi l'Ukraine. Pas forcément pour ou contre, je dis pas de... Tu essayes de rester neutre, mais si tu veux défendre le point, tu essayes de voir pourquoi la Russie... Ça va te pousser à voir... Quelles sont les raisons? À voir derrière ce qu'on nous communique sur les médias. Parce que généralement, ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est qu'il y a des médias pro
je sais pas, Poutine ou Russie, Ouais. et il y a des médias pro-USA ou les États-Unis. Ouais, ils vont défendre à chaque fois Donc, leur entre ces côté, quoi. deux, il y a très peu de médias ou de gens qui essayent juste d'analyser la situation et de comprendre pourquoi cette partie-là avait fait ce choix et pourquoi l'autre a réagi de telle façon. Et donc ça se prépare alors tout ça. C'est pas de l'improvisation. En fait, tu as 20 minutes de préparation et tu n'as pas d'accès à l'Internet. Oui. Ah oui, donc, Donc, vraiment, il faut avoir une très grande culture générale. Comme exactement. Tu dis que les thèmes sont très variés. Si tu ne te renseignes pas sur l'actualité ou sur ce qui se passe dans le monde, tu peux ne pas avoir vraiment d'arguments Je sur pense une thématique. c'est pas parmi les objectifs du débat, à mon avis, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais vraiment intéressé, c'est d'apprendre aux jeunes comment avoir une pensée critique, comment analyser des thématiques et comprendre les différents points de vue. Ouais, se faire sa propre idée et pas simplement se nourrir des médias qui parfois sont orientés plutôt d'un côté que de l'autre. Oui. Donc là, toi, t'aimes bien débattre, etc. Après, donc là, c'était avant. Là, maintenant, est-ce que tu as d'autres choses qui vont venir et tout ça? On parlait en off tout à l'heure, tu avais peut-être tu voulais faire des podcasts ou autre. Tu avais acheté ta caméra juste avant, on avait dit. Voilà, donc c'est dans quel but? C'est quoi ton prochain projet? Ce que tu as en tête? D'un côté, j'essaye de préparer un petit peu l'étape après le passeport. J'essaye de travailler sur des projets à part pour avoir d'autres sources de revenus. Parce que j'ai pas envie de finir en tant que salarié. Ok, c'est bien. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi tout ce qui est copywriting référencement. Et SEO. Je suis toujours dans une étape où je suis en train d'apprendre, mais je pense que j'aurai l'opportunité de pratiquer très très prochainement, parce que j'ai déjà un ami qui travaille dans le domaine. Je vais essayer de l'aider au début, d'apprendre comment ça se fait. Et voilà, il y a aussi le côté création de contenu, parce que j'ai déjà une chaîne YouTube, mais j'avais pas mis de vidéo. T'as pas de vidéo encore? C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est Hydrakology. D'accord, on le mettra C'est un jeu de mots. Hydrak, en arabe, ça veut dire conscience. Donc, Hydrakology, c'est quelque part la science de la conscience. Après, je n'étais pas vraiment régulier, mais j'ai une dizaine ou douzaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a une grande différence entre la première et la dernière. On évolue petit à petit. Et ta caméra, elle va te servir à quoi? À reprendre ces vidéos-là, la caméra que tu as achetée juste avant? Je vais reprendre à faire des vidéos. J'ai plusieurs concepts en tête, mais comme première étape, je vais juste continuer des vidéos de Hydrakology. L'idée de la chaîne ou de mon projet, c'est de prendre un sujet et de l'analyser de plusieurs points de vue. Ça rejoint un petit peu le débat. Vu que, exactement. Donc c'était... Tu t'imprègnes du sujet. Exactement. Donc, mais pour la prochaine étape, je pense que je vais changer un petit peu. Je vais faire un concept qui s'appelle Idrak Art, où je vais prendre soit des artistes algériens comme début, ou des séries algériennes, des films algériens, où je vais faire l'analyse. Je trouve qu'en Algérie actuellement, on ne donne pas assez d'importance à cet aspect-là, alors qu'il est très important, et je trouve qu'on est des artistes vraiment à la hauteur, qui essayent de faire des choses originales, avec de beaux messages derrière. Donc tu veux mettre en avant ça sur ta chaîne, expliquer les messages qui peuvent être passés par les artistes algériens. Sans perdre l'aspect éducatif de la chaîne. Aussi, je vais travailler sur une série de podcasts. Je ne sais pas quel concept de ces derniers va être publié en premier. Donc je vais travailler en parallèle. Je vais faire plusieurs épisodes. Après, je vais commencer à publier. Mais l'autre concept, c'est un podcast
où je vais inviter des gens comme ça. Comme là, on échange. Oui. Un peu, Oui. Ok, d'accord. Filmé ou Filmé. Ok. Oui, j'ai déjà eu un épisode avec mon enseignant, D'accord. Naïm, et c'était sans image et j'ai pas trop aimé. Je compte même le refaire. Je préfère de faire un format image et audio. Après, j'aurai la possibilité de mettre l'épisode sur YouTube et sur les plateformes de streaming en parallèle. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Et c'est tout. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier le premier épisode, mais je travaille là-dessus. Ouais, tu as beaucoup de projets en cours, etc. En tout cas, merci à Bess d'avoir participé à cet épisode en aparté. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin. J'ai envie de dire juste que la destination n'est pas toujours très importante. Parce que ce soit, même moi, j'avais dit que c'est pas dans mes plans de rentrer en Algérie maintenant, mais même si je rentre en Algérie, je continuerai toujours à travailler sur mes projets, à se développer et à faire beaucoup de choses. Donc, je trouve que beaucoup de gens, même j'avais remarqué ça avec mes amis algériens en Turquie, ils ont toujours cette idée de, voilà, la Turquie c'est un passage, au point où ils avancent plus dans leur vie. Ils mettent tout en pause. Je trouve que c'est pas la bonne manière de penser, de réfléchir, de faire. Faut jamais se limiter par un endroit précis ou se conditionner par des trucs. Voilà, si j'aurais ça, si je serais dans cette position. Avec des si. Non, tu peux toujours commencer avec les moyens de bord et ce que tu as actuellement. Et je dis ça par expérience parce que j'ai tellement de grandes attentes par rapport au contenu à ma chaîne YouTube que ça fait 2 ans que je n'avais pas mis de vidéo. Alors que si j'ai juste dit, voilà, je peux commencer avec ce que j'ai, je n'ai pas besoin d'une autre caméra, je n'ai pas besoin de plus. Voilà, avec les moyens du bord, des fois, on peut se lancer si on a envie. Voilà, il faut pas. Moi, j'ai commencé avec mon téléphone. J'ai commencé avec un petit téléphone pour faire des vidéos YouTube. Après, j'ai acheté une GoPro, j'ai acheté du matériel. Et voilà, ça évolue au fur et à mesure. Il ne faut pas se limiter. Maintenant, avec les téléphones, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu as dictaphone pour faire les podcasts, ta vidéo aussi, assez bonne qualité pour se lancer, pour créer une chaîne YouTube et pour se lancer. C'est la régularité, la consistance qui fait la différence. Donc, en tout cas, encore merci à Bess. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. J'ai vraiment apprécié cette discussion. Franchement, on a bien échangé, on a vu plein de trucs, on a appris plein de choses. Voilà, même moi, je buvais tes paroles parce qu'il y a des moments, il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc, franchement, c'était top. J'espère en tout cas que ça vous a plu également. N'hésitez pas à laisser un pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a TikTok. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne YouTube de Abès. Voilà, ce sera dans la description. Et puis je vous dis, tchuss les poulets. Et puis encore merci une fois, Abès, de ta participation. Et je t'attends dans mon podcast très prochainement. Avec plaisir, avec plaisir. Je te remercie. Je t'en prie.